à tous et merci, mesdames, messieurs, pour la fidélité à cette émission 100% Bénin. Un plaisir toujours renouvelé et de vous savoir fidèle au poste. Que de griefs contre le régime du nouveau départ, ou si vous préférez, le régime du Bénin, révélé dans sa lutte implacable contre la malgouvernance, l'impunité, la prévarication et que sais-je encore. Accusé à tort ou à raison d'user d'une politique de deux poids, deux mesures dans la dite lutte, il vient de taper de fort belle manière, dit-on, dans la fourmilière. Deux grosses têtes, en tout cas, des plus inattendues, viennent de tomber. Il y a quelques heures, oui, on parlera du passé du ministre en charge de la décentralisation, Barnabé Dassigli, et du très en vue et bouillant, dit-on, préfet du littoral, Modeste Toboula. Oui, les deux ont perdu leur fauteuil pour des destinations très peu enviées. Modeste Toboula aurait-il payé le prix de la fougue de la jeunesse ou le prix de l'incompréhension collective? Mesdames, Messieurs, entre autres préoccupations qu'on aura abordées durant ces 45 minutes, et ce sera autour du thème limogeage du préfet Toboula, l'homme qui focalise le plus l'attention, preuve d'une lutte impatiale, enfin, contre l'impunité. Avec nous, sur ce plateau, non des politiques, mais des observateurs très avertis de la vie sociopolitique, des objecteurs de conscience, comme on les appelle, un éditorialiste et un universitaire. À ma gauche, sur ce plateau, Vincent Folly. L'homme n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Éditorialiste, il est le directeur de publication et promoteur du très en vue, mais malheureusement qui nous fait toujours défaut jusqu'à preuve de contraire, mais pas pour très longtemps encore, la Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Toujours un plaisir d'être chez vous. Sachez-le, le plaisir est aussi partagé. En face de lui, comme je l'annonçais, un universitaire, lui là non, fidèle à Yélan. Politiste, il est enseignant, chercheur à la FADEPSA à l'université d'Abomey-Calavi. Fidèle à Yélan, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre aussi à notre invitation. C'est moi. Alors, ce qui est apparu un peu trop tôt comme juste une rumeur, au fil des heures, s'est finalement confirmé. Modeste Toboula, un fidèle parmi les fidèles, ainsi l'appelle-t-on, un allié du taille pour le chef de l'État dans sa mission de rendre Cotonou belle comme jamais, pas tout ailleurs. En tout cas, peut-être comme Paris, c'était un grand rêve et l'homme y allait à sa façon, avec sa méthode qui ne plaît pas, mais en tout cas confiant que c'était la bonne façon de conduire Cotonou vers la destination rêvée. L'homme aujourd'hui a perdu son fauteuil préfectorale, mais pour la prison. Une décision qui a surpris plus d'un dans une affaire très confuse, mais compréhensible, une affaire domaniale, dit-on. Je me retourne vers nos invités d'abord pour apprécier la décision telle apparue, mais ensuite la portée d'une décision comme celle-là. Un régime qui a pris tout le monde à témoin pour essayer d'inculquer la bonne attitude adoptée face au bien public, mais qui jusqu'à présent a du mal à conquérir le cœur de ses concitoyens dans cette dynamique. Fidèle à Yélan, la nouvelle tombée, comment vous l'avez-vous accueillie? D'abord, je vais préciser que nous relevons d'une administration généralement autoritaire, et cela c'est depuis la décolonisation, les années 1960. Nous sommes donc dans une administration autoritaire et ce n'est pas surprenant que l'action préfectorale de l'ancien préfet du littoral soit vue comme des actions autoritaires, même si il faut y relever aussi du zèle. Je réponds juste par là pour dire que il n'est pas relevé de ses fonctions parce que il a montré les marques d'une administration autoritaire, mais il est plutôt relevé de ses fonctions pour des actes personnels qui intéressent les juridictions. Ah oui, ça c'était ça, oui, une affaire domaniale qu'il a emportée avec son ministre de tutelle. La nouvelle, comment vous l'avez accueillie, Vincent Folly? Je vais vous surprendre. Pour moi, j'ai accueilli comme un non-événement. Un non-événement? Oui, un non-événement. J'ai écouté le professeur et sa notion de pouvoir autoritaire, c'est ça que vous avez dit. Et Toboula nous est une créature du régime de la rupture.
Toula, une est créature. une créature du régime de la rupture. J'imagine que nos téléspectateurs veulent comprendre. Oui, c'est une créature. C'est trop Personne ne connaissait cet individu avant qu'il ne soit nommé à la tête de l'une des plus grandes préfectures de notre pays, c'est-à-dire celle qui occupe la capitale de l'économique. Et lorsque il a été nommé, nous avons été le premier journal à avoir dit que ce monsieur est un repris de justice. On nous a rétorqué, non, il a bel et bien une décision de justice. Des gens l'ont prouvé par la suite. Il a été condamné pour escroquerie. C'est vrai, il n'a pas été jeté en prison, mais il a été condamné à payer une amende. Et donc, de ce point de vue, c'est difficile de dire aujourd'hui qu'on est surpris de la chose. Moi, je n'ai pas été surpris. Ça devait arriver. Le régime a fait son timing. Il a choisi le moment. Mais je dis, c'est une diversion. Et au regard de l'actualité aujourd'hui, on peut comprendre qu'il s'agit d'une vraie diversion. Tout là, comme le ministre Dassigli, notre journal avait titré sur le ministre Dassigli qu'il est un vendeur de parcelles d'État. Et nous l'avons. On se rappelle ces articles. Oui. Et le ministre m'a fait appeler, je ne veux pas m'appesantir dessus. Et parce que Dassigli a une histoire. Il a été secrétaire du Parti populaire du temps du PRPB. Il n'a occupé aucune fonction administrative. Il était dans les structures du parti. C'est quand Kérékou est venu, saison 2, que Dassigli est revenu comme par enchantement. Et nous, on a titré. Et à l'époque, il n'a pas été nommé ministre par Kérékou. Et il n'a même pas terminé son mandat de préfet. Il a été vidé du poste du préfet pour des affaires domaniales. Et nous, quand le président, alors qui a été le premier à le nommer, alors que le président Yahi lui-même, qui nomme beaucoup de gens comme ça, n'a pas pu le nommer, c'est la première fois que Dassigli a été nommé ministre. Dans son circonscription, c'est plutôt Houdé qui se faisait élire plusieurs fois. Dassigli n'était rien. Alors, conclusion. Nous, déjà à sa nomination, on avait dit que ce monsieur est un vendeur de parcelles de l'État. Et donc, moi, je ne suis pas surpris. S'il y avait des gens vidés au gouvernement, ces gens du gouvernement, Dassigli devait être le premier. Et ce n'est pas maintenant. Et maintenant, s'il y avait quelqu'un à vider de la tête de la préfecture, c'est ce monsieur que vous appelez... Quel rôle il a joué? C'est un zélé que le pouvoir a utilisé et qu'il a éjecté de la manière la plus humiliante pour une fonction, pour la fonction de préfet. Ce n'est pas bon la manière dont il est actuellement en prison. Oh, il doit passer service. Je m'excuse d'aller très vite. Non, il doit passer service. Mais fera-t-il service dans sa chemise, dans son gilet de prisonnier? Ça n'est pas bon pour la République. Moi, je trouve que la manière dont le régime de la rupture règle les problèmes de limogeage, cette manière-là est un peu cavalière. Ça a été le cas pour le maire, nous l'avons souligné. Et c'est le cas pour le maire, lui, il a eu la chance de n'avoir pas été jeté en prison. Mais la tentative y était. Moi, j'étais là quand ça s'est passé. J'étais dans sa maison. Et je crois que la présence d'un certain nombre de gens, ça a dissuadé. Bien sûr que le Conseil des ministres a dit après que tous ceux qui étaient là, on devait les traduire en juge, les poursuivre en juge. Moi, j'attends jusque-là d'être poursuivi. Mais je veux dire que la manière dont on traite un élu, comme le maire de Soglo, ou quelqu'un qui a été nommé pour un poste aussi important que le préfet, la manière dont il a été limogé, elle n'est pas digne, elle n'est pas élégante. Le sujet qui aurait motivé ce départ, oui, la démarche, deux aspects développés par Vincent Folly. Graduellement, on va aborder d'autres aspects, mais nous avons retourné vers l'université pour apprécier ces deux démarches. Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est bien de cela qu'il est question. L'homme qui reste une figure... très problématique ou controversée, le thème est ça, dans la masse populaire. Oui, le sujet qu'il a fait partie aujourd'hui, ce n'est pas son activité, mais c'est plutôt une affaire bien précise, une affaire domaniale. Sur le fait, quel est le regard de l'université? D'abord, il faut préciser ceci. Le gouvernement en place depuis qu'il est là semble nous faire croire que la primeur de sa politique, c'est la lutte contre la corruption. Et dans cette lutte... semble? Oui, je vais dire, je vais préciser. Oui, parce que, vous savez, sur ce même plateau, ça m'est déjà arrivé de dire que ce sera versé dans le populisme que de vouloir combattre ou éradiquer la corruption dans une démocratie. Le vouloir, c'est la démagogie.
puisque la corruption, et je le dis en soutenant mon argumentation par raison, je vous ai invité pour voir si vous tenez le même propos. Oui, évidemment, parce que Montesquieu lui-même a déclaré, et au-delà de Montesquieu, Rosa Vallon également a dit la même chose. La corruption va beaucoup plus avec, les tentatives de corruption vont avec tout régime démocratique. Et nous sommes une démocratie, même si nous sommes une démocratie en construction. Et donc, vouloir mettre la pointe de l'action publique sur la lutte contre la corruption, ce serait un peu du populisme. Pourquoi malgré tout, il y aura toujours des corrompus et des corrupteurs. Vous voyez ? Et que nous avons même une loi de lutte contre la corruption. Évidemment, ce n'est pas parce que nous avons la loi qu'il n'y a plus de corruption. Ce n'est pas parce que le régime du nouveau départ est là depuis 2016 qu'il n'y a plus d'actes de corruption dans le pays. Il y a toujours la corruption. Parce que c'est consubstantiel au régime démocratique, c'est consubstantiel à la nature humaine d'ailleurs, pour rester un peu plus philosophe sur cette analyse. Donc c'est consubstantiel. Devoir lutter contre la corruption de cette manière, ce sera vraiment de la démagogie. Alors, tout à l'heure, on a pu voir que cette lutte contre la corruption a semblé viser une bonne partie de la classe politique, c'est-à-dire la classe oppositionnelle, et qu'aujourd'hui, on peut être surpris de voir que des gens qui sont des tenors en termes de soutien de l'action gouvernementale sont aussi interpellés. C'est justement pour dire que la corruption est consubstantielle à la nature même du régime, à la nature humaine, et que ce sera difficile de vouloir l'éradiquer. Il faut l'encadrer. C'est pour cela qu'il y a la loi. Il faut l'encadrer. C'est pour cela qu'il y a des juridictions, et que le préfet Modeste Tobula, qui est aujourd'hui concerné par ces actes, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas à sa prise de fonction qu'il est devenu corrompu. Vous dites des choses, ce n'est pas à sa prise de fonction. Il n'est pas devenu corrompu par la fonction. Ah bon? Vous en savez quoi? Ce que j'en sais, c'est pas la nature humaine, c'est une condition humaine, la corruption. C'est consubstantiel à l'être humain. Et donc, les actes qui lui sont reprochés aujourd'hui, c'est des actes qui pouvaient exister déjà. Il n'est pas devenu corrompu parce qu'il a été nommé préfet. Vous l'avez dit qu'il fallait faire des enquêtes de moralité approfondies. Et évidemment, c'est ce que disait le doyen. Donc, c'est ce que j'allais dire. Le doyen Vincent Follier, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, en disant que le régime aurait dû faire, parce qu'il a les moyens de faire des renseignements pour savoir sur le sens de probité de tel ou tel qu'il faut nommer à telle ou telle fonction, haute fonction, parce qu'être préfet du département du littoral, c'est quand même un grand département, un grand poumon économique du pays. Savoir à quelle personnalité, si la personne est suffisamment propre pour pouvoir occuper cette fonction. Et je vous dis qu'il perdra son temps s'il devait le faire. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne s'est pas renseigné. Il a les moyens de se renseigner sur chacun de nous, de savoir qui porte mieux le sens de probité ou qui est plus vertueux que quiconque d'autre. Il sait, mais comme je vous le dis, qui peut jeter la moindre pierre sur tel ou tel individu pensant qu'il est plus corrompu que lui-même? Ce sera difficile. Vous évoquez deux notions. Oui. La première renvoie un peu comme à la responsabilité de l'État lui-même, et la seconde notion au degré de culpabilité du concerné. Parlons de la notion de responsabilité de l'État. Est-ce que dans les cas d'espèce, il faut interpeller le gouvernement qui a les moyens de sa politique, mais qui, malgré tout, est passé à l'acte? Tout à fait. Au fond, c'est ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement a les moyens de savoir le passé vertueux ou pas de chacun de nous, et que, en l'occurrence, il est à même de savoir que le préfet Modeste Tobula, puisque c'est ce que révèle déjà votre confrère, a un passé. Il y a une décision de justice le concernant. Ce n'est pas caché, on peut le savoir. Et donc, si le gouvernement n'a pas tenu compte de cela, c'est que parfois, il n'a pas aussi le choix. Et que l'excuse sociale peut exister. On peut dire que très bien, il peut se dire, le gouvernement, que
bon, il a été inquiété par le passé et qu'il va continuer maintenant, désormais, d'être vertueux et que les faits ne vont plus remonter en surface. En vérité, le gouvernement aura du mal à trouver clients pour les postes de nomination auxquels il va falloir pouvoir et trouver des gens vertueux, des gens qui vont relever du Vatican carrément. Donc, ce sera difficile pour lui. Et sans cela, je veux dire que le gouvernement a quand même n'a pas suffisamment biaisé sa politique de lutte contre la corruption, de diriger cela comme une politique majeure. Au fond, mettre le curseur de l'action publique sur la lutte contre la corruption, la chasse aux sorcières finalement, c'est une politique qui n'est pas assez productive pour le gouvernement lui-même, parce que ce sera difficile de trouver des gens vertueux. Vous dites des choses terribles là. Oui, mais sans folie. La question d'abord de la responsabilité de l'État. Pour autant qu'on fait cette démonstration où l'État a les moyens de savoir ce dans quoi il s'engage. Et manifestement, il n'y a pas de réponse. Et subitement, il y a une opération comme celle-là qui, pour vous, est un non-événement. Faut-il interpeller le gouvernement? Bien sûr. Écoutez, je ne vais pas m'entrer dans l'abstraction comme le professeur. Il a des notions que je n'ai pas. Mais je vais répondre à sa préoccupation lorsqu'il parle de la corruption comme d'un mal qui est consubstantiel de la société, et l'attitude que le professeur a m'inquiète un peu. Ça veut dire que quoi? On ne peut pas lutter contre la corruption, donc elle est consubstantielle. Et je dis donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, mettre l'accent sur la lutte contre la corruption n'est pas une mauvaise chose. Le problème ici, c'est qui est-ce qui lutte contre la corruption? Quel est le gouvernement qui lutte contre la corruption? Est-ce que lui-même la corruption est un problème en soi? Est-ce que lui-même est propre pour pouvoir lutter contre la corruption? Cela dit, je veux revenir sur le sujet d'une certaine façon. Est-ce que le gouvernement a les moyens de savoir que telle personne est probe ou bien a un certain passé? Regardez, récemment, on a publié les noms de ceux qui vont siéger au Conseil national de l'éducation. Le gouvernement a pris ça au sérieux et je crois que c'est une bonne chose parce que l'éducation est la mère de tout ce que nous faisons. Si nous avons des gens, des éducateurs de bonne qualité, nous aurons. Donc à la tête, ils ont choisi quelqu'un sur qui ils ont fait une enquête de moralité. Et ils ont publié le nom. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'avant-dernier ou au dernier conseil des ministres. Pas le dernier là. Et on a dit qu'on choisit quelqu'un, mais on dit que les gens ont toujours la possibilité de se prononcer sur sa moralité, c'est-à-dire si des gens ont des informations sur lui, ils peuvent venir dire et on va encore corriger. Ça, c'est une grande première dans notre pays. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Parce que les gens probes existent, les gens méchants existent, les gens vilains existent, les gens corrompus existent. Et pour le savoir, mais c'est l'entourage, c'est tout le monde. On connaît qui? Tout le monde se connaît dans ce pays. Donc, pour nommer quelqu'un à la tête de la préfecture, le gouvernement a les moyens de savoir qui il peut nommer là. D'abord, on dit que c'est parmi les cadres A1. Le monsieur n'est pas cadre A1. Celui qu'on a nommé n'est pas cadre A1. Et ensuite, il a la possibilité de connaître son passé. Dans d'autres pays, les États-Unis pour ne pas les nommer, mais pour être nommé à un poste, mais c'est tout un parcours de combattant. Vous voyez le ministre de la Justice, l'attorney général aujourd'hui, il est passé par le tamis du Sénat et on lui pose des questions sur son passé, sur son chose. Bon, bien sûr que notre constitution n'a rien prévu et l'exécutif a les moyens de nommer un peu de cette manière. Mais ce qu'ils ont fait pour le Conseil de l'éducation, ils auraient dû le faire aussi lorsqu'ils veulent nommer des cadres à des postes aussi sensibles que le poste de préfet du plus grand département de notre pays. Même si ce n'est pas le plus grand par la taille, c'est le plus grand par l'importance, c'est Cotonou. C'est la vitrine du pays. Et on nomme quelqu'un comme ça. Et vous voyez comment le pouvoir s'est servi de lui. Vous voyez comment il a servi. Et c'est ça qui fait mal parce que les autorités ont vu, et ils ont placé à la tête quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Et il y a eu un moment où le gouvernement l'a remarqué et il a dit... Vous en folie, vous n'allez pas dire n'importe quoi. Non, il faisait n'importe quoi. Le gouvernement a dit qu'il y avait des erreurs, qu'on a cassé des maisons, c'est-à-dire que c'est tombé là où on est
On a cassé des gens qu'il y avait, je crois, des fausses sceptiques. Et à un moment donné, on est venu corriger, on a présenté des excuses. Ça ne devrait pas se faire. Si c'était fait dans la, comment on peut dire, dans la norme, dans les normes, avec l'accord de celui qui est le chef de terre, à savoir la mairie. Mais on est passé par-dessus la mairie. On a fait venir quelqu'un qui s'est comporté comme un godillot et qui s'imposait à tout le monde. Mais le résultat, le régime s'est vu impopulaire par la faute de celui qui l'a placé. Et il avait les moyens de corriger en le dégageant. Mais il ne l'a pas fait en ce moment. C'est plus grave pour de voler des parcelles. Les parcelles là qu'on vole, je vais vous le dire. Moi, je suis journaliste. Oui, les parcelles de l'État, les conditions dans lesquelles on les vend, je les connais. Et je connais des gens qui sont à des postes actuels qui ont acheté les parcelles. Parce que les parcelles de l'État coûtent moins cher. On a gardé la loi des années 60, on n'a pas modifié. Et tout le monde sait que si on a une parcelle de l'État, on l'aura moins cher. Et c'est même plus cher que les parcelles que nous achetons dans les localités comme celle de Chaume. Moi, je vais des exemples à donner. Donc, la pratique de la vente des parcelles, elle est une pratique, si je veux emprunter les mêmes mots que le professeur, c'est connu dans l'administration publique. Et la plupart des ministres actuellement ont acheté les parcelles dans ces conditions-là. Moi, je le sais. Donc, ce que Tobou a fait, c'est un épiphénomène. C'est quelque chose qui est commun. Ça se fait. Le ministre a sorti, le conseil des ministres a dit qu'on a sorti un arrêté. Et que le ministre d'Assigli, et on ne parle pas de lui. Or, c'est lui, c'est un habitué de ces choses-là. Alors que le conseil des ministres a interdit de vendre des parcelles, lui, il a autorisé. Parce que la zone, normalement, ne devait pas être sectionnée, comme on appelle l'outil, de cette façon. Mais il a donné l'autorisation. Et l'autre, le préfet Zélé, n'a fait qu'exécuter. Il a pris un arrêté sur la base de ce que le ministre lui a donné comme ordre. Il a fait quoi? Donc, c'est comme ça que ça se passe dans l'administration. Or, le comportement de Toboula était déjà répréhensible. Et le chef de l'État aurait dû le ramener à l'ordre. Ce qu'il a fait dans la période des dégraissements était inacceptable. Donc, pour moi, la vente du terrain n'est qu'un épiphénomène. Alors, parce que c'est une pratique courante, cher ami. Oui, mais c'est une pratique quand courante. on fait ces recoupements, l'homme apparaît-il alors désormais juste comme un moyen dont on s'est servi et au bon moment, on essaie de s'en débarrasser? Bien sûr que oui. D'abord, il faut préciser que l'autorité préfectorale est une autorité déconcentrée, c'est-à-dire que c'est une sorte de représentation de l'État central lui-même, oui. donc du chef de l'État, oui. de son gouvernement. Voyez, et que tout ce qu'il faisait, il le faisait dans la comptabilité du gouvernement qu'il représentait au niveau du département du littoral. Ah ouais. Donc, si c'est ça, l'interpeller de cette façon, est-ce que l'État n'abuse pas un peu trop de son pouvoir? L'État, non, vous voulez dire pour les arrêtés pris par... Non, pour l'interpellation telle elle a été faite. Si le préfet agit au nom de l'État et votre vis-à-vis vient de démontrer que c'est suite à une décision de l'autorité de tutelle, directement, dans le cas d'espèce, c'est son ministre. Et c'est lui qu'on voit désormais dans cette affaire-là. Oui, évidemment, il faut quand même relever que dans l'appréciation des faits, il y a des actes qui sont restés détachables. Puisqu'il a pris des arrêtés, certes, mais il y a des actes qui sont détachables de ce que l'arrêté lui permettait de faire, puisqu'il se voit lui-même sous les chefs d'inculpation d'une infraction économique. Lorsqu'il y a eu falsification, puisque lui-même a été bénéficiaire d'une parcelle, donc c'est des actes qui sont restés... on dit que c'est proche. Voilà, c'est bon, proche. Bon, évidemment, il y a un écran quelque part. Et donc, il y a des actes détachables, et c'est ces actes détachables qui permet au gouvernement d'agir contre sa personne. Vous voyez? Et donc, de démontrer par là que ce n'est pas lui qui a fait. Mais en vérité, lorsque le préfet prend un arrêté, il ne le fait pas sans référer à la hiérarchie, sans référer à la hiérarchie, puisque c'est l'autorité déconcentrée. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'est le chef de l'État, le gouvernement qui agit au niveau de ce département-là, à travers son arrêté. Comment expliquez-vous tout le tollé et les regards plutôt focalisés sur la personne du préfet que sur celle de l'autorité directement liée, le ministre de la décentralisation déchargé? Oui, il faut voir par là que
le préfet Toubla a souvent été beaucoup plus porté sur les vitrines des journaux, compte tenu de son zèle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est une autorité, l'une des personnalités très zélées du nouveau départ, et on sait très bien ce qui s'est passé dans le littoral, pour la régulation, les parkings par exemple, ou les déguerpissements. Et donc, il a été un instrument dans les mains du pouvoir, et quand ça marchait dans ce sens-là, le pouvoir en ferait son chou gras. Maintenant, avec tout ce qui est arrivé, le pouvoir a intérêt, il y a une question de timing, puisque nous sommes quand même à quelques encablures des élections législatives. Il y a une question de timing, où le gouvernement a aussi, on peut le présupposer que le gouvernement a intérêt à se débarrasser d'un acteur qui peut-être être encombrant et justifier par là même que il lui est possible également d'utiliser le même bâton, pas seulement pour frapper une certaine frange de la classe politique, mais pour frapper tout le monde, y compris dans son propre camp. Et que les brebis galeuses, ce n'est pas seulement dans le camp oppositionnel qu'il faut les retrouver, et que lorsqu'elles se retrouvent dans son propre camp, il est aussi à même le gouvernement de frapper, et c'est ce qui se fait sur la tête d'un certain Modeste Toubla. Mais cette hypothèse-là, c'est à croire que là, c'est pour manipuler la population, et que c'est elle qui serait perdante dans toute cette opération qui, en principe, devrait servir la République. Bien sûr. Moi, j'ai dit, le professeur est très policé dans son langage. Moi, je ne le serai pas. Je suis journaliste, je suis éditorialiste et je donne mes opinions sur la base de ce que je vois comme fait. Et Toubla était un épouvantail dans les mains du pouvoir. Pour tenir, c'est un épouvantail, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, quand on met un épouvantail dans un champ, ce n'est pas l'homme qui chasse les oiseaux, c'est l'épouvantail. Les oiseaux voient que c'est un homme et il fuit avant de se rendre compte que cet homme ne bouge pas et qu'il n'est rien. Donc, Toubla n'était qu'un épouvantail et le gouvernement s'est bien servi de lui. Et avant que les gens ne remarquent que les gens ne se rendent compte qu'il n'existe pas et que ce n'est qu'un épouvantail, on le dégage. Mais il a semé beaucoup de dégâts. Donc, je veux dire que le professeur a parlé de timing tout à l'heure. Le timing est là. Nous avons les élections, il faut faire un peu de diversion. Le gouvernement a maille à partir avec le code électoral rédigé à la va-vite, adopté dans les conditions que l'on sait. Et bon, on attend presque à la veille de la présentation des candidatures, on nous sort, comme dans un mouchoir de magicien, le limogeage de Toubla. Mais ça s'est fait sans élégance, je l'ai dit au début. Pourquoi? Regardez, quand il est allé voir le procureur de la Criette, on l'a écouté, on l'a inculpé certainement, et on l'a jeté en prison, et mis son procès au 8 avril. Oui. Qu'est-ce qui pressait? Si ce n'est que le 8 avril, mais il avait le temps, c'est-à-dire que, vous avez remarqué que Toubla même, ces derniers temps, était pratiquement invisible. Oui. Ça veut dire que les enquêtes étaient déjà autour de lui. Les gens savaient. Donc, on peut faire ces choses-là avec élégance pour maintenir, comment on peut dire, la dignité de la fonction du préfet et lui permettre de passer service à son successeur. Après, on engage l'action. Mais maintenant, est-ce que c'est de la prison qui va venir pour passer service à son successeur? Je veux savoir. Mais on a une tradition de non-passation de service ici. Le ministre candidat Zanaï est bien placé pour le savoir. Il n'a jamais passé service à son successeur désigné. Et par la suite, le chef de l'État avait pris la fonction immédiatement après son limogeage, ou bien son départ, sa démission. C'était sa démission. Et il y a eu une passe d'armes un peu. Est-ce que je vais venir présenter passer service? Et puis on lui a dit non, ce n'est pas nécessaire. Il y a eu des échanges de lettres, là, si vous vous souvenez. Donc on a une tradition de non-passation de service. Or, la tête d'une préfecture, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Non seulement au plan
administratif, mais au plan financier. Et le préfet a besoin de donner à son successeur des éléments pour lui permettre de prendre sa suite. Celui qui prend sa suite vient c'est un intérimaire. Il vient de la préfecture de l'Atlantique. C'est un administrateur civil que moi j'ai connu dans d'autres circonstances. C'est un homme parfaitement professionnel. Je crois que c'est bien, mais j'espère qu'il ne se laissera pas manipuler comme celui qui l'a précédé. Il y a un aspect que Vincent Follet vient d'évoquer. Parfois, les autorités n'y font souvent pas attention. Oui, l'image des institutions. Car au-delà de tout, Tobola, c'est quand même une institution aussi, même si c'est en miniature. Vous avez parlé de l'État décentralisé. La manière, on devrait savoir y mettre du gain, non? Au niveau des universités, en ce qui concerne les images renvoie, vantées, et le soin à apporter à la République que vous partagez souvent avec les apprenants sur ce schéma, s'il y a une image ou un aspect à relever, quel est-il? Oui, au fond, je parlais donc d'État déconcentré en ce qui concerne le préfet, puisque c'est de cela dont il s'agit. Évidemment, l'institution et l'image de l'institution a une très grande importance. Comme l'a rappelé Monsieur Vincent Follet, c'est vraiment rageant, excusez-moi du terme, de voir que quelqu'un qui incarne ce niveau de fonction, de responsabilité, que cela puisse se dérouler comme cela, il se retrouve en prison immédiatement, alors qu'il a été nommé, il n'est pas élu, il n'a pas un mandat. Et que on pourrait déjà, puisqu'il y a eu des pré-enquêtes, des enquêtes, on pouvait déjà mettre fin rapidement à ces fonctions. Rien n'empêchait, en tout cas, le gouvernement de mettre fin à ces fonctions, si ce n'est que lui. On le suspend. Et il est suspendu. Et puis après, il va faire face à la justice pour des affaires de délit d'initié qui le concernent personnellement. Donc ça aurait pu être comme cela et préserver, entre autres, l'image de l'institution préfectorale, de l'autorité préfectorale. Et donc, vous voyez, partir comme cela, peut-être en combinaison, en uniforme de préfet, pour se retrouver en combinaison de prisonnier immédiatement, tout en étant en fonction. Donc, ça fait que c'est un peu rabaissant par rapport à l'image de l'institution. On devait mieux préserver cela. Et c'est vrai, il faut savoir aussi que les institutions dans notre administration, qui est une administration autoritaire, c'est-à-dire une administration patrimoniale, néo-patrimoniale, les individus l'emportent beaucoup trop sur nos administrations. Le poids des individus, le poids de la personne l'emporte beaucoup plus sur l'institution, la force même de l'institution. Et c'est cela aussi qui peut expliquer ces dérives-là. Alors, s'il y a du travail à faire, si les individus sont si plus puissantes que les institutions elles-mêmes, le Bénin a du chemin à parcourir. Oui, ça ne devrait pas être ça. Regardez, Obama a dit, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et je crois qu'il a tout dit. Et Tobola, moi je disais ça à l'époque quand il faisait tout son cinéma contre le maire. J'ai dit, mais il a été nommé. Il n'est pas un élu. Et un élu représente des populations. Et dans les pays démocratiques, c'est l'élu qui a plus d'importance que celui qui est nommé. Donc, je ne partage pas les vues du professeur lorsqu'il dit que l'administration a un caractère autoritaire. Non, nous sommes dans une administration démocratique. Moi, je vais chercher des pièces, qu'est-ce qu'on veut? Bon, que quelqu'un me crie dessus? Non, il n'a pas besoin. Les pièces à fournir sont là. Je fournis, je dépose le dossier. Les dates sont connues. Aujourd'hui, pour avoir les cartes d'identité, je dois renouveler ma carte d'ailleurs. Pour avoir les cartes d'identité, c'est plus facile. Et ça a été le fruit des luttes que les gens ont menées contre la petite corruption qui consiste à donner 500 francs ou 1000 francs. Et les choses se sont améliorées de ce point de vue, même si ça continue, la petite corruption existe toujours. Mais l'administration est par vocation au service de la communauté. Donc, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas d'autorité, comment on peut dire, de personnage autoritaire. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il est à notre service. Donc, l'administration doit se rapprocher du citoyen. Donc, quelle autorité il a exprimé? Regardez des préfets, j'ai donné l'exemple du préfet qui va le remplacer. Il était relativement
effacé. Mais c'est un administrateur civil que j'ai connu comme sous-préfet à Bomé-Calavi, où moi je réside depuis des années. Et c'est un homme tout à fait professionnel, je l'ai dit, et j'espère qu'il ne se laissera pas manifester, qu'il ne sera pas manipulé, comme ça a été le cas du préfet épouvantail que nous avons. Donc, je dis, dans une certaine mesure, l'administration est au service des citoyens. On n'a pas besoin de crier sur les citoyens comme je l'ai vu au cours d'une réunion sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux ces temps-ci. On l'a vu crier sur un conseiller en disant « Mais non, il est cagué les yeux. » Pourquoi il va caguer les yeux? Qui est au service de qui ici? Il est au service du citoyen et il devait se montrer un peu plus humble. Et il ne l'a pas été. Donc, il n'a eu que ce qu'il méritait. Et les populations ont été flouées parce que c'est elles qui ont été déguerpies, c'est elles qui manquent de ressources. Et vous voyez, nos pauvres dames au bord des rues, c'est la désolation totale. Et c'est ça qui caractérise le système, l'économie actuelle, une certaine morosité. Personne n'est content. Et le régime le sait. Maintenant, on nous donne Toboula comment on appelle, on nous sort ça comme un butin de guerre pour essayer de nous amadouer. Même pour moi, je crois que les populations ne doivent pas être stupes. Ce que Toboula a fait est excessivement grave et le régime qui l'a autorisé ne devrait pas le faire. Et rien ne pourra enlever la faute des déguerpissements. Pas même son limogeage. Limogeage de Modeste Toboula, c'est fait, oui. Oui, je vais répondre rapidement sur, puisque votre confrère Vincent Follier, ne partage pas, en tout cas mes analyses en termes d'autoritarisme, mais ce que j'entends par là, ce n'est pas aussi réducteur. Je ne veux pas entendre là la force, la violence physique dont font montre certaines autorités administratives, mais aussi c'est le relais patrimonial, le relais personnel, le lien personnel. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on veut entrer dans toutes les poches de l'administration dans ce pays, il faut connaître quelqu'un, c'est beaucoup mieux lorsque vous connaissez quelqu'un. C'est déjà ça aussi l'autoritarisme. Vous voyez, vous avez des facilités à avoir, même à l'hôpital, il faut des facilitateurs. Au service des impôts, il faut des facilitateurs. Il faut toujours quelqu'un. Et vous allez voir, cette culture-là est partagée par chacun de nous tous. Hein, je veux dire. Ah, mais pas moi. Oh, mais vous aussi, vous verrez bien, vous verrez bien. Vous et la HAC, par exemple, vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose, un lien entre vous qui s'exprime par l'autoritarisme, c'est-à-dire l'échange de services. Voilà, c'est ça l'autoritarisme. En vérité, nous sommes une administration autoritaire parce que nous ne sommes pas tout à fait typiquement une administration weberienne, une administration légale, rationnelle, où c'est la rationalité légale qui exprime, qui justifie l'action publique. Il y a le lien personnel. Il y a, voyez-vous, dans ce côté un peu patrimonialiste que nous avons, qui transcende un peu les rapports. C'est un handicap si ça existe. C'est la gestion. On ne peut pas l'encourager, non? On ne peut pas l'encourager. Si vous faites un constat, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas ériger le constat en règle. C'est-à-dire que l'administration n'a rien à faire avec la patrie. En vérité, je n'ai pas un regard normatif ou normativiste de la chose. J'ai plus un regard descriptif pour dire ce que nous constatons. Et ce constat, ça ne date pas de maintenant, ça date de 1960. Nous sommes 2000. Est-ce que nous allons poursuivre dans cette voie? Ce n'est pas ma fonction de dire qu'il faille poursuivre ou pas, mais c'est dans cela que nous sommes. Et c'est ça, c'est cette logique-là qui structure les rapports des uns avec les autres, qui structure l'action publique et donc qui structure ce qui peut se passer à la tête de chacune de nos institutions. Pour l'avenir, n'est-ce pas, Fidèle Aïda? Alors, dans cette marche pour un Bénin plus moderne, plus rationnel, vous avez certainement votre mot à dire. Et là-dessus, vous conseillerez quoi sur un problème comme celui-là? Mes conseils, je ne vais pas rester sur des recommandations. Ce qu'il faut, quel conseil je vais donner par rapport à ça, sur le néopatrimonialisme ou sur l'autoritarisme. Il faut finir avec. Évidemment, l'idéal, ce sera de basculer vers une administration plus weberienne, une administration légale rationnelle, mais sincèrement, je pense que nous avons du chemin à faire pour y arriver. En tout cas, c'est déjà heureux de savoir qu'il faut y aller, même si ça va être difficile. Alors, Modeste Toboula, c'est également une figure d'une certaine frange de la jeunesse. Et si l'homme est décrié
n'en demeure pas vrai qu'il ne manque pas d'admirateurs. Ils sont un certain nombre qui voudraient bien faire les choses d'une certaine façon, qui rêvent de pouvoir prendre la commande et imparter le développement de leur pays. Alors, lorsque la chute est celle-là, pour cette jeunesse, ça pose un problème où il y a qu'à constater que c'est dans la normalité des choses. Non, le rêve pour la jeunesse doit pouvoir continuer, puisque l'avenir de ce pays, c'est quand même sur sa jeunesse. Il ne faut pas prendre l'exemple de l'ancien préfet du littoral comme un modèle à suivre, parce qu'il est très bien reconnu et on l'a décrié là-dessus, sur sa méthode coercitive. Voyez-vous, c'est un peu plus la force pour les déguerpissements, pour les parkings à l'intérieur de la ville de Cotonou. Enfin, il avait une ambition. Il était porteur d'un rêve, Modeste Oboula, faire de la ville de Cotonou une ville phare, une ville aussi, à l'image des grandes villes de la sous-région, des pays de la sous-région. C'est ce rêve qu'il avait, mais la méthode n'était pas la bonne. La méthode n'est pas la bonne. En vérité, il a mis en place, il s'est inculqué lui-même une méthode que les premières élites oligarchiques du temps des décolonisations dans les pays d'Afrique ont mis en place en se disant que, mais voyez, la démocratie, ce n'est pas pour les peuples noirs, tel modèle, ce n'est pas pour les peuples noirs, ils ne comprennent rien de tout cela. Et donc, il faut se comporter comme des instituteurs avec le bâton de matinée à la main pour ramener à l'ordre un temps d'inculcation, un temps d'apprentissage pour que le peuple soit aguerri. Donc, ce que les démocraties occidentales font, ce que notre métropole, la France, faisait, on s'est dit que mais nous sommes devenus indépendants, mais nous ne pouvons pas, nous avons encore des années d'apprentissage. Et donc, les premières élites politico-administratives ont considéré qu'il fallait se comporter comme des instituteurs, ce qu'ils ont fait. Et je constate aussi que c'est ce que l'ancien préfet Modeste Oboula a pensé faire des Cotonois, des administrés, des citoyens de Cotonou. Et ça a donné un résultat. Le rêve doit continuer, dites-vous, oui, Vincent Folly, Modeste Oboula, c'est quand même une certaine frange de la jeunesse. Modeste Oboula, au-delà de tout, avait un rêve pour ce Bénin. Est-ce cela pour Cotonou, plus précisément? Est-ce le rêve qui a été mal matérialisé? Mais pour tous ceux-là qui rêvent, toute cette jeunesse qui rêve prendre les commandes et assumer, aider à éclore le rêve d'un Bénin mieux épanoui, que faut-il faire? On change de cap ou on reste dans la normalité des choses? Non, écoutez, je ne vais pas répondre à votre question de cette façon. Moi, je ne partage pas l'avis du professeur pour dire que Modeste Oboula avait une vision pour la ville de Cotonou. Qu'est-ce qu'il en savait? Tout ce que j'ai pu démontrer jusqu'à présent, c'est que c'était plutôt un instrument aux mains du pouvoir. Vous restez ferme là-dessus? Je reste ferme. C'est un épouvantail qu'on a utilisé. Maintenant, est-ce que c'est un modèle pour la jeunesse? Moi, je ne sais pas quelle jeunesse va admirer quelqu'un qui ne peut pas avoir lui-même de propres directives et qui se laisse manipuler. Si une certaine frange de la jeunesse de notre pays se met à admirer quelqu'un qui fait excès de zèle, le professeur a parlé tout à l'heure de zèle, non, Modeste Oboula il faisait preuve d'excès de zèle. On ne peut pas faire excès. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, ce qui fait excès de zèle, donc il amuse la galerie. Mais il fait du tort à la population. Je ne sais pas quelle jeunesse va admirer quelqu'un qui se comporte de cette manière. Il n'avait pas de vision. Celui qui avait la vision, c'est peut-être celui qui dirige le pays, qui pense que la ville de Cotonou doit avoir une certaine tenue, que ça doit être aussi propre que la ville de Paris. Et j'ai dit sur vos plateaux en un certain temps ici que Paris ne s'est pas construit en un seul jour et que Cotonou ne peut pas devenir Paris si les populations de Cotonou continuent d'être malheureuses, si les populations ont le niveau de vie qu'elles ont. Cotonou va être Cotonou. Et demain, lorsque les conditions de vie vont s'améliorer, Cotonou va s'améliorer naturellement. Moi, je suis parti à Dakar. Vous voyez sur le plateau, c'est-à-dire le quartier des plateaux,
travers les vendeurs ambulants qui circulent partout, on crache par terre pendant la période du Ramadan. Dans un pays normal, si les gens étaient chauds, on ne peut pas cracher à côté. Mais pourquoi les gens le font? Parce que le contexte le permet. Ils sont dans une situation où on fait ça. Mais dans 20 ans, lorsque le développement aura pris son envol, personne n'aura besoin de cracher par terre. Donc, Cotonou deviendra belle nécessairement si demain le développement du Cotonou se fait, les populations sont plus heureuses, elles vont arranger leur cadre de vie. Mais en attendant, c'est qu'on ne va pas rester dans la pourriture, dans la saleté. Je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas obliger des gens qui ont de mauvaises conditions de vie à être propres. Merci, Vincent Folly. L'émission est complètement venue à son terme. Ah ben, oui, malheureusement, oui. Je suis tenté de demander rapidement au professeur s'il a juste un petit apport en 5 secondes. Ah, il en a eu beaucoup. Hein. Oui, merci beaucoup, monsieur Yetonji. Je veux dire par là que il faut regarder quelque chose qui doit être une leçon. Le zèle, en toute chose, peut nuire. Et que oui. Non, le zèle, c'est déjà l'excès. Bon. Non, le zèle n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, mesdames et messieurs, on aura compris la leçon. Merci à vous. Fidèle Ayena, Vincent Folly, merci également. Laisser en toute chose nuit, mesdames et messieurs, c'est ce que nos invités ont tenu à partager en dépit des développements faits. On va s'en arrêter là, mais je m'en voudrais de ne pas vous ajouter ceci. Il est de l'artiste et écrivain Guy de Maupassant. Il dit ceci: ce que l'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. La modération en toutes choses. Merci d'être là. À très bientôt. Regarde-le.